Il y a environ 2 mois, je sortais mon challenge lecture 24 livres en 24 heures qui vous avait beaucoup plu et dont vous m'avez demandé une suite en masse. Entre temps, il s'est passé plein de choses, j'ai notamment réduit mon temps d'écran de 90% et j'ai sorti une vidéo dessus qui vous a également plu. Et aujourd'hui, je reviens devant vos yeux, hey bye. Oui, je rajoute des H où je veux, pour une version 2 du challenge lecture. Aujourd'hui, je ne vais pas lire 24 livres en 24 heures, ni 30, ni 40, ni 50, mais 72. Soit l'entièreté de ma pile à lire. Alors, une fois n'est pas coutume, les gars. Je suis pas là pour savoir si c'est faisable. Je suis là aujourd'hui pour le faire. Ah oui, et avant que la vidéo ne commence, je voulais vous dire 2 choses très importantes. Premièrement, c'est que vous pouvez me retrouver sur la plateforme Goodreads où je mets en général tous mes avis et updates de lecture en temps réel. Et aussi, je voulais remercier les personnes qui ont fait des dons sur la plateforme Ko-fi que je vous ai communiqué lors des dernières vidéos, puisque littéralement, vous avez investi sans le savoir dans celle qui est là aujourd'hui. Ko-fi, vous pouvez m'y soutenir à hauteur de 2 €, à hauteur de 100, 1 milliard, en fait, ce que vous voulez. Chaque petit don fait la différence et me permet voilà, d'investir dans le développement périn de cette chaîne. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop heureuse de vous retrouver pour cette version 2 du challenge. Cette version 2 du challenge lecture. L'objectif en fait à travers cette vidéo c'était de lancer une série de challenge lecture qui je l'espère vous motivera vous aussi à lire ces fameux livres qui traînent depuis des mois sur vos étagères. Vu que moi ma pile à lire elle est en totalité de 72 livres, l'objectif en fait c'est de faire des vidéos avec le nombre qui va décroître par rapport aux livres que j'aurais lus dans les versions précédentes du challenge. Est-ce que c'est clair? Genre par exemple la prochaine vidéo ce sera 46 livres à lire en 24 heures si j'ai réussi à en lire 30 là. Les cartes sont posées, vous l'avez vu, il y a beaucoup de livres et je les ai classés en fait dans un ordre de lecture que je vais avoir et j'ai décidé d'intégrer bien plus de BD dans cette édition parce qu'il n'y en avait pas beaucoup eu dans l'édition précédente et je trouve que c'est très important de ne pas faire d'élitisme dans la lecture. Il n'y a pas que les romans, il n'y a pas que les essais philo, il y a aussi les BD, les mangas, les tracts, ce que vous voulez. Aujourd'hui, je vais donc commencer par une BD que littéralement j'avais reçue pour mon anniversaire par ma meilleure amie en mai dernier, Culotté de Pénélope Bagieux, un livre que je suis très heureuse d'enfin lire, enfin une BD, donc let's go for Culotté. Et en parlant de culotté, parlons un instant de culotte, puisque je suis très heureuse de vous annoncer que cette vidéo est sponsorisée par Evenko, marque française de culottes menstruelles avec qui je travaille depuis des années. Mes challenge lecture, ils me permettent plus largement de me challenger aussi sur les sujets que je lis. Et j'ai lu beaucoup, depuis le dernier challenge lecture, de livres sur la question des droits des femmes et sur l'impact que ces grandes oubliées de l'histoire ont laissé dans notre monde. Sur notre monde. Et un domaine où en tant que personne qui a ses règles, j'ai été comme beaucoup oubliée pendant longtemps, c'est bien évidemment les protections hygiéniques, parce que les seules qu'on nous donnait étaient très chères et hautement polluantes, que ce soit pour la planète ou que ce soit toxique pour notre corps. Les serviettes hygiéniques, les tampons, même les cups. Et là où je suis hyper heureuse en fait de vous introduire les culottes menstruelles Evenko, que moi j'utilise depuis 3 ans déjà, c'est que pour une fois, on a une solution qui respecte notre corps et la planète, puisque les culottes sont en coton certifié bio. Que ce soit dans ma vie de tous les jours, à mes voyages en Corée du Sud, les culottes Evenko m'assurent aucune fuite pendant 12 heures, aucune odeur, aucune sensation désagréable d'humidité, d'ailettes là de protection hygiénique qui se barre sur le côté. Que ce soit la nuit quand je dors ou quand j'ai un trajet en avion de 12 heures pour aller jusqu'en Corée, je n'ai plus à m'inquiéter que d'un coup je dois me réveiller en panique pour aller me changer. Depuis que j'ai sauté le pas, je suis parvenue en arrière et je vous assure que ce sera votre cas aussi si vous vous y mettez. Et profitez-en parce que ce sont les derniers jours de solde sur Evenko, il y a moins 50% sur tout le site et vous avez également 10 € offerts avec mon code Juliette. Tout sera en description, sautez le pas, ça vous changera la vie. Non mais regardez en fait, nos tulipes, magnifiques. La fille n'a pas du tout compris le sujet de la vidéo du jour. Nous revoici, nous revoilà avec la caméra de vlogging de l'extrême. Maintenant que nous avons le temps, je vais vous présenter mes premières lectures. Alors, nous sommes du coup sur la BD Culotté en premier, qui est quand même assez mastodonte. Elle fait un peu plus de 300 pages et elle contient tellement d'histoires. J'ai extrêmement hâte de la lire. Pénélope Bagieux, c'est une autrice que j'aime énormément. Et ensuite, pour les premières heures de ce challenge, je vais également lire Messieurs, encore un effort de Elisabeth Badinter. Bon, je pense que tout est dans le titre. Et La métamorphose de Kafka. Il était déjà dans l'ancien challenge et j'avais pas eu le temps de le lire, donc cette fois-ci c'est chose faite. Bref, sans plus tarder les copains, il faut que je vous dise l'heure. À quelle heure on commence le challenge même? Il est actuellement 15h37 et nous sommes le vendredi.
Et nous sommes le vendredi 31 janvier. 24h à 24h, je vais voir comment je vais m'organiser. À savoir, la dernière fois, j'étais accompagnée, donc peut-être que je vais manquer de motivation quand vont sonner les premières heures de la nuit. Mais aussi, je commence bien plus tôt que la dernière fois et c'est peut-être pas plus mal pour les yeux, parce que ça fatigue de lire dans le noir. Et aussi pour la forme, tout simplement, parce que j'ai plus de forme à 15h de l'après-midi qu'à 3h du matin. Let's go! J'ai hâte. Après 3 heures de lecture, ce bijou a fini d'être dégusté. Et oui, 300 pages, c'est quand même colossal, mais c'était un absolu bonheur. Quoi de mieux que de lire en fait toutes ces histoires de vie de femmes extraordinaires. Et j'ai trouvé ça génial parce que récemment je lisais dans un ouvrage dont je ne sais plus le nom, que lorsqu'on pose la question de, selon vous, quelles sont les plus belles qualités des femmes, quand on posait la question surtout à des hommes, ils répondaient toujours à la douceur, la beauté ou l'empathie. Pour les plus fous. Et en fait, quand on lit ce genre de livre, on se dit mais non, mais quoi, mais les femmes, c'est des aventurières, c'est des créatives, c'est des génies, ça c'est certain, c'est des intuitives, c'est tellement plus que juste des belles créatures douces, gentilles, soumises et généreuses. Les femmes, elles ont des histoires à raconter, elles ont une sexualité à vivre, elles ont des choses à créer, elles ont des gens à protéger, elles ont une voix à faire entendre. Et cette BD extraordinaire de Pénélope Bagieux est extrêmement accessible. Je trouve balayer beaucoup d'histoires assez merveilleuses en ce sens. Donc très heureuse de ma première lecture. Là je vais faire une pause parce qu'en fait j'ai rien pris pour cette nuit. Je vais me prendre quelques petites bêtises à manger. Et ensuite je vais littéralement manger avec la Matou Nationale avant de me mettre dans cette petite lignée pour nos femmes à Messieurs, encore un effort d'Elisabeth Badinter. Mais d'abord, je vais m'acheter des petites bêtises. A few moments later. Attendez que je vous montre ce que je me suis acheté à grignoter pour ce soir et demain. C'est un retour en enfance. Hein. Moi, tout ça, c'était toute mon enfance chez ma mamie. Je t'ai pas demandé, Mathilde. Ça, alors en fait, à ma première coloc, ma toute première coloc, genre avec une coloc bien mieux que Mathilde, c'était Lucie, elle mangeait tout le temps des crêpes waouh aux croustillantes. Tu les mets au micro-ondes ou pas? Non? Faut les mettre? Bonjour. Tu la mets 10 secondes au micro-ondes, un banger, mais c'est carré bon. Eh ben dessert, hein. Ouais. Allez hop. Bon ça parce que, est-ce que j'ai besoin de spécifier que ce sont les meilleurs bonbons au monde? Ficello! En fait, c'est tous les trucs que j'avais pas le droit d'acheter petite et c'est vraiment les premières choses que j'ai achetées quand j'ai habité dans mon propre appart. C'est une année de frustration. Vraiment, maman, je t'aime, hein. Je sais que tu as fait ça pour notre bien. Mais voilà, je mange plein de cochonneries parce que j'ai pas pu petite. Et bon, ça c'est du thé glacé. Bon allez, manjar là. Mathilde, montre-nous comment tu manges ta crêpe waouh, mais c'est quoi ce désastre? Alors déjà, on la met 15 secondes au micro-ondes. Ensuite, on la dépiote. On mange ça. Et ensuite, quand il en reste vraiment pas beaucoup, c'est-à-dire que là... Ah, ça focus pas, Juliette. Je sais pas. Super. Donc là, il doit rester une épaisseur. Ensuite, tu manges. Tu vois, là, c'est intense. Oui, c'est comme manger les princes, tu manges le biscuit et ensuite de chocolat à l'intérieur. Oui, mais j'ai jamais trop aimé ça. Et ben moi, j'aime pas trop ça.
Bon. Actuellement 22h14. Honnêtement, j'ai un peu traîné la patte. J'aurais pu le finir, je pense, en 1h30 max. Oh, plus de batterie. Je suis extrêmement contente de cette lecture qui est donc très rapide puisqu'elle fait même pas une centaine de pages. Toujours sur la notion d'inégalité de genre, de discrimination envers les femmes et de patriarcat. Mais c'est extrêmement bien apporté, amené plutôt. Parce que comme je disais à Matou qui est descendu à un moment, c'est pas du tout culpabilisant en fait. Parce que quand on lit Messieurs encore un effort, voilà, ça peut donner un sentiment de on nous pointe encore du doigt. Elisabeth Badinter, elle est extrêmement factuelle. Genre tout ce qu'elle avance en fait, c'est sourcé, c'est des statistiques. Et honnêtement, ça m'a fait du bien de lire parce que j'ai l'impression d'être quand même au courant de beaucoup de problématiques féministes parce que déjà je me suis pas mal documentée ces derniers temps, j'en ai pris conscience pour moi-même ces dernières années. Mais il y a des moments où on débloque, où on se dit non mais peut-être j'en fais trop, peut-être que je me suis un peu emmurée dans ça et que je veux plus voir la réalité des choses. Mais heureusement qu'il y a des ouvrages comme ça, clairs et concis, parce que on voit que le combat est loin d'être fini en fait. Et c'est bien ce qu'elle dit. Elle amène notamment la fameuse problématique de la baisse de natalité à travers le monde, notamment en Europe. Même si en France, on garde un haut taux de natalité par rapport aux autres pays frontaliers comme l'Italie ou l'Espagne, si je dis pas de grosses bêtises. Et en fait, tout est corrélé. C'est que des femmes qui savent qu'elles vont avoir une charge mentale supérieure, qu'elles vont avoir une charge domestique, de tâches ménagères, de s'occuper des enfants supérieure à celle des hommes, ça donne pas nécessairement envie d'avoir des enfants. Et tout ça, c'est sourcé, c'est-à-dire que c'est pas juste des interprétations comme ça. Non, c'est que statistiquement, une femme fait 8 heures de plus de tâches domestiques qu'un homme, en fait, dans une semaine. Donc, mettez-le sur l'échelle d'une vie. Une femme passe en moyenne 2 heures par jour avec un enfant, alors qu'un homme arrive à peine à 40 minutes. Les hommes gardent encore en tête que faire des tâches de ménage, des tâches ménagères au sein du foyer, c'est aider leur femme. Au lieu de dire qu'ils partagent en fait les tâches au sein du foyer. Et c'est essentiel parce qu'elle dit voilà, on peut pas accabler en fait les femmes de ne plus vouloir être mères, de ne plus vouloir sacrifier leur bien-être, le développement de leur carrière professionnelle au profit d'avoir des enfants, parce que déjà dans quel monde on laisse des enfants, et puis voilà dans quel aspect restrictif on va laisser ces femmes être mères. On continue même d'essayer de recontrôler leur corps justement, par exemple en interdisant l'interruption volontaire de grossesse, mais ça ne résout rien. Justement, il est même prouvé que les pays qui deviennent les plus stricts avec les droits des femmes sur la grossesse sont les pays qui rencontrent le plus de problèmes de natalité. Bref, j'en parle beaucoup, mais parce que je trouve que c'est toujours essentiel, surtout dans le contexte actuel avec Trump aux États-Unis et la manifestation pro-vie qu'il y a eu à Paris, mais la honte, écoutez-moi bien, chacun ses avis, non, que vous veniez sur place publique parler au nom de toutes les autres femmes, allez vous faire cacahuéter. Non, je suis navrée. 80 pages de lecture, je recommande chaudement. Eh bien mes agneaux, j'ai bien fait de lire ce petit bijou qui est juste trop mimes. C'est un petit baume au cœur, ça se lit en littéralement moins d'1 heure. C'est trop mignon, les graphismes, j'ai beaucoup aimé. Et je sais pas pourquoi, mais les histoires, c'était pile ce qu'il me fallait. J'avais l'impression que vraiment, l'autrice Lucie Brion, elle lisait dans mes pensées. C'est très chou, ça aborde 3 mini-scénettes, histoires de vie différentes, avec certaines plus longues que d'autres. Un petit peu loufoque, très chou. En plus, il y a un petit côté LGBT, donc très sympathique. C'est vraiment pile ce qu'il me fallait. Genre, c'est vraiment la petite BD qu'on a envie de lire. Vous savez, avec le soleil qui réchauffe un peu en milieu de journée, quand on a le bidou bien tendu, une bonne boisson pour l'accompagner. C'est vraiment une BD bien à l'âme, quoi. Genre, vraiment, j'adore les BD et pour les personnes qui aimeraient lire, mais qui n'arrivent pas à rester focus sur des romans, etc., et qui n'ont pas envie de le travailler, je vous conseille vraiment les BD. C'est incroyable. Il est actuellement 23h13.
13. Je vais donc m'enquérir de lire Kafka, La Métamorphose. Alors, je viens de finir La Métamorphose de Kafka, il est actuellement 9h. C'était un pur délice en fait, j'ai envie de dire sans grande surprise, mais si, son courant littéraire sera noté ici spécifiquement, parce qu'il en a quand même été précurseur dans son siècle, mais si je devais le résumer à mes mots, je dirais que c'est du réalisme teinté d'une sorte de, pas de fantastique nécessairement, mais de quelque chose d'assez imaginaire qui s'y mêle, avec un humour quand même, je trouve assez présent, mais un humour on va dire de situation, pas un humour qui veut faire rire nécessairement en mode ha ha hi ha ha hou, mais un humour de regarder comment c'est cocasse en fait, toute la situation. La métamorphose, en fait, c'est l'histoire d'un homme, je sais pas, on va dire d'une trentaine d'années, dans une famille, donc avec une petite sœur et des parents, qui est commercial et qui du jour au lendemain se réveille transformé en énorme cafard bien juteux. Littéralement, Kafka le décrit dans tous les aspects, donc je vous jure que je sais de quoi je parle quand je dis ça. Et l'histoire de ce livre, en fait, ça va tout être la réaction de la famille face à cette tragédie, parce qu'on se rend compte que le frère assumait notamment de grandes responsabilités, qu'il incarnait une figure d'autorité, de charisme au sein de cette famille. Et on va voir comment ils vont réagir et instaurer de nouveaux dynamismes. Voir que voilà, la sœur qui était peut-être un peu dans l'ombre de côté va prendre beaucoup plus de place en s'armant de cette nouvelle tâche de seule elle peut s'occuper du sort de son frère. Que le père qui jusque-là reposait tout sur son fils va un peu se reprendre en main. Et en fait, ce qui est extraordinaire avec le travail de Kafka, c'est que c'est excessivement métaphorique. C'est-à-dire que moi, en lisant cette histoire, on ressent toutes les émotions de toutes les personnes de la famille, on en comprend beaucoup. On comprend également bien sûr le positionnement du héros, qui est celui qui vit cette tragédie quand même de plein fouet. C'est une métaphore, à mon sens, qui fait lieu par rapport à la différence. C'est-à-dire, du jour au lendemain, on se retrouve avec quelqu'un qu'on croyait, prétendait connaître par cœur, puisque c'est souvent ce qui se joue au sein des familles. Je t'ai donné la vie, donc je te connais. Je suis ta sœur, donc je te connais, etc. Et voilà, qui d'un coup n'est pas du tout ce à quoi on s'attendait. Enfin, il y a quelque chose qui se révèle. Ça peut être une maladie, ça peut être, je sais pas, une orientation sexuelle, ça peut être plein de choses, un courant de pensée, une manière de vouloir vivre qui n'est pas du tout celle qu'on voulait. Et voilà, comment on y réagit. Et à trop vouloir couver la différence, on ne fait que, à mon sens, prouver qu'elle existe. Là, je vais lire. Je me suis levée en sautillant car j'ai fort hâte. Je vais lire Rivage lointain d'Anaïs Flogny. J'avais eu un petit coup de cœur dessus quand je l'avais vu en librairie. Donc je vais enfin le lire. Je pense que ça va être un petit bonheur et ça va me faire une transition sympa une fois de plus entre Kafka et L'existentialisme est un humanisme de Jean-Paul Sartre. Et oui, rien que cela. Les potes carrément sur un plan bancal et un micro loin et une tête, mon Dieu c'est affreux. Allez lire tout de suite Rivage lointain. Anaïs bravo, Anaïs bravo, Anaïs bravo. Non mais regardez-moi la beauté quoi du carnet graphique à la fin, mais ça c'est pour m'achever quoi. Rivage lointain, en vrai j'ai envie de dire sans surprise, mais surprise quand même. Extraordinaire lecture. On est sur un récit mafioso qui se passe dans les États-Unis. On suit un petit Italien immigré qui arrive et qui voilà veut devenir quelqu'un, forge sa place, fait une rencontre qui va tout jamais changer sa vie et rentre dans ces milieux mafieux. Hein. Franchement, ça se suffit à soi-même. Il y a de l'amitié, il y a de la romance. Il y a des affaires louches. Oh franchement c'est trop bien. Je crois que je l'ai dévoré quand même. Ouais, je l'ai lu en moins de 1 heure alors qu'il fait genre 230 pages, quelque chose comme ça. Mais banger en fait. Banger. Déjà les dessins, trop stylés. L'histoire, simple, efficace, stylée de ouf.
Je vous jure, genre pour moi là je le vois en film. Euphrasio, pour les personnes qui liront ce livre. Euphrasio. Bon, sur cette note extraordinaire, nous sommes rendus à 10h30. Il reste actuellement 5 heures en fait de challenge. Je vais enchaîner avec notre ref Sartre. Et peut-être si vous avez de la chance, je vais vous lire des passages. Je voudrais ici défendre l'existentialisme contre un certain nombre de reproches qu'on lui a adressés. On lui a d'abord reproché d'inviter les gens à demeurer dans une quiétisme... Non, j'arrive pas à parler. Dans un quiétisme du désespoir. Quiétisme... Quiétude? Silence? On nous a reproché, d'autant part, de souligner l'ignominie humaine, de montrer partout le sordide, le louche, le visqueux et de négliger... Je tourne la page. Ce qui nous rendrait incapables par la suite de retourner à la solidarité avec les hommes qui sont hors de moi et que je ne peux pas atteindre dans le cogito. Pourquoi j'ai pris un accent japonais? Dans le cogito. Cogito. C'est pourquoi j'ai intitulé ce petit exposé « L'existentialisme est un humanisme ». On déclare que nous sommes naturalistes. Hein? Tel qui utilise la sagesse des nations, qui est fort triste. Je ne comprends rien. Enfin, un peu, mais pas tout, quoi. Ognier vilain, il vous poindra. Poignet vilain, il vous oindra. C'est pour se foutre de ma gueule, ce livre. Les gens qui se repaissent de chansons réalistes. Garçon, si t'enlèves la CD, ça fait gare con. Et gare au con m'a fait gare au con. Gare au con. C'est dans le livre, hein. J'en ai ma claque. Je vous propose de vous retrouver à la fin de cette lecture. J'ose espérer que j'aurai compris de quoi il s'agit, en fait, hein. J'ai fini, du coup, l'existentialisme est un humanisme, qui est, comme je l'ai précisé, je crois, une conférence qui était sténographiée, dactylographiée de Sartre, sur laquelle il a apporté très peu de retouches, et qui est conclue par une discussion qu'il a eue avec, du coup, un journaliste, où clairement, il s'écharpille un petit peu pendant 20 pages. Alors, honnêtement, je suis assez intriguée, c'est-à-dire que il y a des choses que j'aime beaucoup dans ce qu'avance Sartre à travers l'existentialisme. Il y a des choses que je trouve très fragiles. Et de toute manière, c'est ce qui est noté même en introduction par du coup la personne qui a fait la préface. J'ai noté quelques petits trucs parce que je trouvais ça cool quand même de vous parler d'un livre et que vous sachiez de quoi il s'agit. Donc Sartre, on le rappelle, grand philosophe du XXe siècle, va participer à cette philosophie qui est l'existentialisme. L'existentialisme, ça vient à dire en fait que l'existence précède l'essence. Donc en fait dans le cadre de l'être humain, puisque la philosophie c'est un peu s'atteler à ça concrètement, ce dernier existe et ensuite il choisit ce qu'il va être tout au long de sa vie. L'existentialisme, ça vient un peu rejeter cette idée de nature humaine qui est prédéterminée et qui en gros fait que on est comme ça et on n'y peut rien. On est lâche, on sera lâche toute sa vie. On est héros, on sera un héros toute sa vie. Sartre, ce qu'il dit, c'est qu'il rejette cette condition et il dit non, on est lâche parce qu'on veut être lâche, on choisit d'être lâche. Même le choix de ne pas faire de choix est déjà un choix en soi. Bref, c'est un peu tout ce foutraque. Et le problème en fait avec l'existentialisme souvent qui est amené par des personnes qui sont pas trop d'accord avec Sartre, c'est que cela nie qu'il y a énormément de déterminisme et de conditions quand même à l'humanité qui font qu'on n'est pas totalement libre d'être ce qu'on voudrait être ou de faire ce que l'on voudrait faire. Et que ce n'est pas juste une question de liberté totale de l'individu et qu'il y a des aléas, des facteurs d'époque, etc. qui nous conditionnent quand même et nous empêchent de transcender notre simple enveloppe d'humain. Mais voilà, après moi ce que j'aime bien en fait dans la philosophie et ce que je constate au fur et à mesure de mes lectures, c'est qu'on n'a pas à être d'accord avec tout ce que dit un philosophe pour apprécier les propos ou vouloir plus en savoir sur la doctrine d'un philosophe. Par exemple, j'avais parlé du stoïcisme dans une précédente vidéo. Je suis pas trop touchée par ce qu'avance cette philosophie, mais je suis tout de même curieuse et je comprends certains positionnements de cette philosophie. Et je pense que c'est là toute la beauté de la philo, mais c'est comme la beauté de la vie, c'est que l'intérêt, c'est de piocher ce qu'on a envie, ce qui fait sens en nous, et de se faire un globi-boulga. Pour moi, on n'a pas besoin d'adhérer à une chose et puis c'est tout, on remet rien en question. C'est hyper cool de remettre en question parce que ça fait interroger des concepts, ça fait évoluer, ça fait que pour le coup, on a une liberté quand même assez crue d'interprétation et de comment on voit les choses. Et bref, c'est ce que j'aime beaucoup.
Donc là, j'ai quand même noté quelques petites choses que j'ai trouvées très cool de Sartre, que j'aurais mises, j'espère, au montage en tant que citation. Mais en tout cas, pour une première lecture de ce dernier, je suis quand même assez convaincue. Et ce format conférence, en fait, qui est remise à l'écrit, je le trouve beaucoup plus accessible parce que on est toujours quand même plus happé par la parole que par l'écrit, dans le sens où c'est plus accessible. Je sais pas si je me dois de le reconseiller. Voilà, les fans de Sartre me diront pas du tout, il faut d'abord conseiller L'être et le néant. Moi j'ai trouvé ça cool de commencer par ça, et ma prochaine lecture pour le coup sera L'être et le néant. Comme vous pouvez le voir, soleil pleine poire, il est bientôt 1h, il me reste 2h30 de ce challenge, et là je vais juste faire à manger parce que je crève la dalle, et en attendant que cela cuise, parce que ça va prendre du temps, je vais lire Impénétrable de Alix Garin. J'ai très très hâte de la lire. J'avais feuilleté j'allais dire en loose day, oui un petit peu quand même, à Cultura la BD. Et voilà, en fait, c'est une BD que j'avais trouvée assez coup de poing, puisque elle aborde une injonction qui est faite à beaucoup de femmes dans le schéma sexuel, notamment hétéro. Et là, en fait, on va avoir vraiment l'histoire de cette femme qui va partir à la reconquête de son corps après avoir souffert de vaginisme pendant 2 ans. Et voilà, ça avait l'air juste merveilleux, les dessins sont magnifiques. Je vais beaucoup en apprendre sur ce sujet, donc j'ai très très hâte de la lire. Je viens de finir Impénétrable. Ah, j'ai rien à dire. C'est, je pense, énormément de choses que j'aurais entendu plus jeune. Je pense que c'est un livre, une BD qui est littéralement d'utilité publique, au-delà d'être excessivement belle et intéressante, hein. Mais je pense que, en fait, c'est un impératif catégorique à lire. J'ai 24 ans et en tant que femme, je fais beaucoup de chemin dans la déconstruction de plein de choses qui m'habitent encore. Même si voilà, je suis une femme féministe comme devraient l'être tous les êtres humains, à vouloir l'égalité entre les deux sexes, je vois qu'il y a beaucoup de misogynie intégrée en fait en moi qui est systémique, qui m'empêche de me poser des vraies questions. Notamment en fait sur le droit de disposer de mon corps, en fait, de choisir et de me dire mais il n'y a aucun impératif. Et je trouve que c'est des sujets qui ne doivent pas être tabous parce qu'ils alimentent tellement d'autres choses dans notre société sur les rapports de domination, en fait, de soumission. Que les femmes, c'est toujours le silence à quoi on nous réduit. On nous réduit qu'au silence. Et avoir une BD qui est aussi crue, qui est aussi perso, mais qui est aussi importante et éclairante, mais je trouve que c'est d'utilité publique. Ça repense tellement de choses, ça repense toute la sexualité d'une femme, toute la sexualité d'un couple, ça repense tout simplement la liberté d'assumer son désir pleinement. Et j'ai noté une phrase que j'ai trouvée extraordinaire, mais c'est un moment, il y a une question qu'elle se pose, elle dit « Pourquoi le plaisir demande-t-il autant de courage ?» Et la réponse c'est parce qu'il exige d'être sincère. Sauf que cette sincérité chez les femmes ou chez les personnes victimes d'oppression de manière générale systémique, mais on nous lote, en fait on nous dit ta sincérité ne viendra pas de toi. Et se reforger une sincérité profonde, mais ça demande tellement de vaillance, enfin c'est un double courage qu'il faut. J'avais déjà entendu parler aussi, outre tout ça, de vaginisme. C'était éclairant de voir tout le parcours médical d'une femme qui en souffre et de voir bien sûr les grandes errances médicales de gens qui sont censés être formés et qui sont des gros cacaboudins. Et en lisant cette BD, j'ai tout de suite eu des phrases parasitaires qu'on voit sur les réseaux sociaux de gens qui disent « Oui, mais la société n'est régie que par le sexe, désormais les gens parlent trop de sexe. » Et je suis en mode « En fait, il y a une différence. » C'est que le sexe a toujours fait partie de la société et a toujours représenté un moyen d'oppression et de silenciation des femmes, que ce soit par la soumission de leur corps, par les fantasmes freud-porniens où ça se passe comme ça et il n'y a pas à tergiverser, c'est comme ci, c'est comme ça. C'est important d'en parler. C'est-à-dire que oui, le sexe est omniprésent, mais par contre, quand on décide d'en parler selon nos convenances, là, ça pose problème. Quand on décide de le montrer à notre façon, là, ça pose problème. Faut pas faire croire, en fait, que les personnes qui pointent du doigt des problèmes systémiques et une nouvelle façon de vivre de manière épanouie et très personnelle la chose, ce sont eux le problème. Non, non. Le problème, c'est tout cette omniprésence restrictive
soumissives qui existent depuis des décennies et sur lesquelles par contre on n'a pas le droit de parler. Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, quelle que soit leur sexualité. Alix, merci pour le boulot, genre waouh. MDR, tous mes potes vont l'avoir en cadeau, mec comme meuf, j'espère qu'ils sont prêts. Hein. Sur ce, il est actuellement 14h36, donc il me reste littéralement 1 heure pour lire. Il faut que je mange en même temps, je vais lire le tract. Bon, là je pense que pareil, en termes de débunkage, ça va être assez fort. Et en termes d'utilité publique aussi, je le présume. J'étais tellement prise dans ma lecture que j'ai pas vu l'heure défiler. Les 24 heures de challenge sont actuellement finito, pipa. Il me reste une 15aine de pages sur le tract Gallimard qui est quand même vachement plus dense en information que ce que je pensais. C'est édifiant et extrêmement nouveau pour moi parce que moi je connais rien à l'organisation des églises, la différence trop entre les archevêques, les évêques, les prêtres, etc. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a bien sûr des représentants de Dieu extrêmement bienveillants et surtout compétents et qui veulent réformer un système au service de leurs croyances, mais surtout au service des gens à qui ils répandent cette foi. Au travers de qui? Bon, je suis navrée, je n'ai pas le bon vocabulaire, étant athée. Cet homme extrêmement brillant explique que là où il y a du pouvoir, il y a corruption. Et j'ai trouvé que, franchement, en termes déjà de prise en compte des victimes, c'est assez extraordinaire. Les phrases sont simples et c'est là qu'on se dit, mais ça devrait l'être tout autant à travers n'importe quelle bulle en fait de vie. Il dit lui-même, et je cite, « Les pleurs, les cris, les colères des victimes et la révolte de tant et tant de fidèles devraient passer avant toute interrogation à mon sujet. » À savoir s'il est vraiment compétent plus qu'un autre pour réformer les choses. Ou bien si celle-ci existe, donc l'interrogation à son sujet, elle n'est opportune qu'à l'écoute de toutes ces personnes. Ça fait du bien de lire ces mots-là, quoi, de voir des gens qui se rappellent que la mission première, mais c'est les humains. Je vais finir ce tract et en plus ça m'apprend beaucoup de choses sur, de manière générale, voilà, le fonctionnement structurel et organisationnel de l'Église catholique. Bon, eh bien, nous sommes en fin de challenge. Alors, qu'est-ce que c'est la petite conclusion by Juju? Comme toujours, je suis extrêmement heureuse, en fait, d'avoir fait ce challenge. C'est-à-dire que quand je le commence, je me dis, mais pourquoi? Et puis quand je suis en plein dedans, surtout à la fin, je me dis, mais bien sûr. J'aime pas trop cette pensée que j'ai à la base, mais je me dis un peu toujours, faut que je me force à faire ce challenge. Comme si c'était une tare, en fait, une tâche que je m'imposais. Et je pense que c'est un peu le cas. C'est que pour retrouver cette facilité et cette appétence à la lecture, après des années de conditionnement sur les réseaux et voilà, sur cet outil magique et extrêmement intuitif du téléphone, faut que je reformate mon cerveau et que je le reforce un peu à aller chercher cette force de lire, cette découverte de lire, parce que la lecture, pour moi, c'est pas que c'est pas intuitif, mais c'est que c'est proactif. Et j'en avais déjà parlé dans d'autres de mes vidéos. C'est ça qui diffère, c'est que pour moi, il y a un moment où quand on scrolle sans s'en rendre compte et sans même retenir ce qu'on voit, on est passif face à l'information. Maintenant, il y a même des trucs de lecture automatique où notre action en tant qu'être humain n'a même plus à être provoquée ou impliquée dans le processus de consommation. Or, la lecture, vous êtes impliqué. Vous devez tourner les pages, vous devez vous saisir de votre liseuse, de vos livres. Vous êtes dedans, vous devez lire, vous devez analyser. Et c'est comme dans le processus d'écriture, je fais une petite parenthèse, mais vous savez, le fait qu'on n'écrive plus trop aujourd'hui parce qu'on passe tout par le numérique avec les ordis, les téléphones, etc., ça fait qu'il y a moins de zones en fait, de notre cortex qui sont mobilisées et qui avant en fait entraînaient beaucoup, stimulaient la partie de l'imaginaire, de connecter, de mobiliser des informations, de les retenir et de mémoire visuelle. Vous savez, parfois on a besoin d'écrire des choses comme faire des fiches pour retenir ce qu'on a appris. Enfin, ce qu'on doit apprendre. Et la lecture, en fait, je pense qu'il faut vraiment se remettre ça dans la tête. C'est que oui, ça peut réapparaître pour les personnes comme moi qui l'auraient lâché pendant quelques années ou très très drastiquement diminué comme une tâche, en fait, comme quelque chose à reformater. Et honnêtement, ça l'est. Ça l'est, mais par contre, c'est un bien tellement fou
Parce que je vous jure, quand j'ai recommencé à lire et que je voyais que je pouvais passer 10 minutes par page parce que j'arrivais pas à rester concentrée plus de 2 lignes, mais ça m'a fait peur et j'ai failli rendre les armes. Et puis heureusement, à ce moment-là, j'ai eu un peu d'ego et de me dire, attends, mais non, petite, tu pouvais t'enquiller des Tom Tom et Nana. Certes, des BD pour enfants, on s'en fout, encore une fois, on ne fait pas d'élitisme ici sur la lecture. Je pouvais m'en enquiller jusqu'à ce que mort s'en suive. Et là, je suis plus capable de rester connectée 2 secondes sans regarder mon téléphone, voir si j'ai une notif, mettre de la musique en fond. Enfin, ça va pas. Retravailler ça, c'est comme se mettre au yoga, ça demande du temps, c'est de la pratique, c'est de l'entraînement. Et franchement, là, d'avoir fait ces 1 jour de challenge, je me dis que vraiment, entre les moments où je continue de lire, etc., faut vraiment que je le fasse toutes les 2-3 semaines maintenant de manière obligatoire. Parce que quand je vois tout ce que j'ai plaisir à lire en si peu de temps, alors qu'à la semaine, j'ai toujours l'impression de ne pas avoir autant de temps que ça à lire, que quand je suis fatiguée, je vais plus me mettre une série et mettre mon cerveau en autopilote que lire un livre. Mais grâce à ces challenges-là, je me rends compte que non seulement ça ne me prend pas d'énergie, que de 2, ça m'en préserve, et que de 3, mais ça me nourrit l'esprit. Sur ce, lisez ces livres qui s'entassent sur vos étagères. Allez en louer à la bibliothèque. Achetez-en sur Vinted, là, dans les boîtes à lire, les trucs qui sont gratuits. Vous n'avez pas besoin de prendre les nouveaux livres à 15 000 € à la mode. Ou vous pouvez le faire si vous en avez envie et les moyens. Mais tout ce que je veux dire, c'est stimulez-vous quand vous voulez, mais sachez que cette envie, parfois, doit être un peu travaillée. Je vous souhaite de très bonnes lectures. Toutes les références seront en barre de description des livres que j'ai lus. Et je vous dis du coup à très vite pour le prochain challenge avec 64 livres au compteur. Je remercie encore Evenko d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas de profiter des soldes, moins 50% de réduction sur tout le site et de 10 € offerts avec mon code Juliette. Tout sera en barre d'infos. Profitez-en, ça vous changera la vie. Ciao!